C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Iran, le point de non-retour. La tension continue de monter entre les États-Unis et l'Iran. Donc, après le déploiement au Moyen-Orient, ces derniers jours de 10 navires, dont un porte-avions par Washington, Trump envisage-t-il maintenant des troupes au sol? Prépare-t-il les Américains une mission clandestine de commando visant à endommager davantage des éléments du programme nucléaire iranien? Selon le New York Times, il l'envisage. Option très risquée. Et on vous dit pourquoi. Le point de non-retour, les Iraniens appellent Washington à cesser les menaces afin de laisser une chance à la diplomatie. Mais le régime est-il prêt à reprendre les négociations sur le nucléaire? Téhéran a aussi des arguments dans le rapport de force. On vous parle du cauchemar de la marine américaine, un bateau fantôme iranien et le détroit d'Ormuz. Placé sous très haute tension entre porte-avions américains, menaces de Téhéran, des menaces qui pèsent très lourd et qui pourraient peut-être retenir le bras américain. Ce détroit, en tout cas, est au cœur des enjeux ces dernières heures. Et c'est Gallagher Fenwick qui vous dira pourquoi. En tout cas, écoutez, regardez le dernier coup de pression du président américain. Nous sommes puissants militairement. J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Magali Berthez. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste internationale LCI. Maya Kadra, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions internationales. Et bonjour, ravi de vous retrouver bien sûr, général Nicolas Richoux. Bonsoir, Magali. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Le grand dossier Iran, le point de non-retour, c'est donc parti. Donald Trump envisage-t-il des troupes au sol? Selon le New York Times, l'une des options les plus risquées serait une mission clandestine de commando américain visant à endommager davantage les éléments du programme nucléaire iranien. Des éléments du programme iranien. Quels éléments? Et est-ce avec les Américains tout seuls, le Mossad à l'appui? Bref, on va en reparler en détail dans un instant. Mais d'abord, prenons la direction des États-Unis. Pour vous retrouver, Pierre Barbin, merci beaucoup d'être en direct avec nous, avec Thibaut Bruck. Cette question, messieurs, est-ce une question d'heure avant une décision américaine sur le dossier iranien? C'est vrai qu'il y a plusieurs options qui se mettent sur la table, notamment ce qui a été expliqué par les médias américains et notamment le New York Times, vous le disiez, avec donc la possibilité que Donald Trump envisage d'envoyer des commandos américains secrètement, directement en Iran, avec un but précis, détruire ou endommager les éléments du programme nucléaire iranien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait une opération très risquée, si ce n'est même la plus risquée, raison pour laquelle d'ailleurs l'armée américaine se prépare depuis longtemps déjà et s'entraîne régulièrement pour des exercices de ce type, à savoir des incursions dans des pays étrangers. On pense par exemple à ce qu'il s'est passé au Venezuela avec l'arrestation de Nicolás Maduro en début d'année. Donc ça veut dire que cette option est sur la table. Il faut se rappeler que pas plus tard qu'hier, le président américain à la Maison-Blanche avait eu un briefing avec ses services de renseignement. Différentes options d'attaque lui ont présenté. Ce briefing d'ailleurs a duré plus longtemps que prévu, plus d'une heure, alors qu'il devait justement durer 1 heure à la Maison-Blanche. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un grand plan de frappes américaines qui lui a notamment été présenté, des frappes sur le régime, mais aussi sur les installations du gardien des corps de la révolution islamique via une campagne de frappe à grande échelle. Merci beaucoup Pierre Barba avec Thibaut Bruck en direct des États-Unis. Et donc allons plus loin sur ces 3 scénarios sur la table des Américains selon le New York Times. On le fait ensemble, Magali Berthez. Je vous en prie, suivez-moi devant cet écran. Alors, la première option, c'est de viser le nucléaire. Dites-nous comment, pourquoi? Oui, viser le nucléaire iranien, on va voir assez rapidement sur cette carte, mais ces sites nucléaires, on parle de Fordo, on parle du site de Natanz, ce sont des sites nucléaires qui ont été déjà frappés. Vous voyez là Fordo, Bushehr, Natanz, des sites qui ont déjà été frappés en juin dernier, notamment par les fameux bombardiers américains. Donald Trump, à l'époque, disait que le programme était anéanti. Visiblement, il y a quand même une volonté d'y retourner du côté des Américains.
Et c'est là que le Pentagone, d'après donc le New York Times, a présenté de nouvelles options au président américain, dont cette plus risquée, qui consisterait à envoyer secrètement des commandos américains donc au sol pour détruire ou endommager gravement des éléments du programme iranien. Des unités d'élite américaines s'entraînent donc, comme le disait notre correspondant, comme ils l'ont fait avec le Venezuela. On avait vu les forces Delta à l'œuvre pour la capture de Maduro, mais des responsables américains le reconnaissent. Ça va être beaucoup plus compliqué en Iran que ça ne l'a été à Caracas. Donald Trump reste aussi très marqué, et c'est la raison pour laquelle il hésite beaucoup, par ces images. Rappelez-vous, c'était en 1980, l'échec de l'opération de libération des 52 otages américains en Iran, lancée par Jimmy Carter. Un fiasco, crash d'hélicoptère, problème technique, tempête de sable, bilan 8 morts quand même du côté américain. Un échec qui a coûté à Carter sa réélection. Est-ce que Donald Trump, lui, est prêt à prendre le risque à quelques mois des élections de mi-mandat? On se repose la question tous ensemble dans un instant, en effet. Mais outre ces frappes sur le nucléaire, Magali, quelles sont les autres options donc sur la table? Alors, il y a l'option de frapper des sites militaires. Des sites militaires, ce sont les casernes, ce sont en effet viser le corps des gardiens de la Révolution, viser aussi des figures du régime, des responsables de la répression. L'idée là, ce serait vraiment d'affaiblir ce régime qui est déjà fragilisé par la contestation, semer une forme de chaos pour changer les équilibres internes. Et pourquoi pas faire monter, par exemple, des figures de l'armée face au corps des gardiens, essayer de bouleverser l'équilibre jusqu'à une chute possible de Khamenei, mais là encore, on ne sait pas pour mettre qui à la place véritablement. Et puis il y a une dernière option. Si intervention il y aurait certainement des frappes sur le programme de missiles balistiques iranien. Ça, c'est la grande inquiétude d'Israël notamment, qui est convaincu que depuis les frappes de juin dernier, les Iraniens ont repris leur production de missiles balistiques. Et dans ce cas de figure, il serait probable qu'Israël pourrait intervenir aux côtés des Américains. Merci infiniment. Magali Barthez. Général, je me tourne d'abord vers le général parce que d'un point de vue militaire, cette question, imaginez-vous Trump mettre une botte de GI, comme on a dit pour l'Ukraine par exemple, sur le sol iranien, l'envoyer des troupes au sol. Ça va être très compliqué. Alors, quand on dit des troupes au sol, en général, c'est une véritable invasion. C'est pas une opération commando. C'est pas ça qu'on appelle des troupes au sol en général. Ceci dit, là, on n'est pas à Caracas parce que vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres de la mer. Ça veut dire une infiltration sans être décelé. Ça veut dire beaucoup de complicité à l'intérieur si vous voulez cibler, par exemple, les sites nucléaires. Et puis ensuite, il faut être capable de repartir parce que vous êtes aussi à des centaines de kilomètres de vos bases. Et donc là, on n'est pas du tout dans un registre où on décolle d'un bateau, quelques minutes après on est sur le site et puis on repart dans la foulée. Ça me paraît moi très très compliqué sur le plan technique. Alors tout dépend après des complicités parce qu'il y a forcément des gens du régime qui sont achetables ou qui le sont. Il y a vraisemblablement le Mossad qui est présent, la CIA, mais ça n'est pas moi ce que je recommanderais naturellement. 1980 a été rappelé. Ça me paraît très risqué politiquement, surtout à 6 mois des mi-termes pour Donald Trump. Donc j'y crois moyennement en fait. Alors des interventions, je ne sais pas si ça peut être qualifié de type commando, mais on a en mémoire, c'était l'opération Rising Lion, du Mossad pour tirer, cibler, viser des hauts dignitaires. Mais c'était une opération qui avait pris du temps. Il avait fallu des mois de préparation, sauf erreur de ma part. Donc imaginez-vous un scénario comparable là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Moi, je suis d'accord avec le général. Vous voyez qu'on peut être d'accord. Bien sûr. Parfois, je pense qu'il y a eu une décision politique qui a été prise côté américain de faire tomber le régime. Parce que dans les dernières conditions de négociation posées par Donald Trump, il y a changement de régime. Le régime ne peut pas continuer comme ça. Donc ça, c'est quand même un nouvel élément. Et qui pourrait s'accompagner très probablement et logiquement, en fait, d'une manière plausible, d'une frappe aérienne, de bombardements très ciblés. Mais concernant
concernant la mission commando, c'est là où je partage ce point de vue, très hésitant et précautionneux sur une éventuelle, ou bien sur un éventuel envoi de boots on the ground, parce que ça va impliquer des soldats, ça va impliquer du personnel, et avant les midterms, Donald Trump ne peut pas prendre le risque de faire couler du sang américain. D'autant plus que ça serait une opération vraiment beaucoup plus compliquée que celle de la prise ou bien de l'arrestation de Nicolas Maduro. Mais ça n'enlève rien à la très forte probabilité d'une frappe qui serait coordonnée avec les équipes du Mossad qui sont déjà sur place, en fait. Ces équipes ne se sont pas rétractées. Et vous avez parlé, Amélie, de plusieurs mois de préparation. En fait, c'est des années de préparation, c'est des années d'infiltration au sein même des centrales nucléaires. Je rappelle que ce n'était pas à Arak, c'était à Natanz. Il y a eu presque une grande opération d'envergure après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire en 2018, de vol de données de cette centrale nucléaire effectuée par le Mossad. Donc l'Iran, c'est un pays infiltré. Le régime pourrait tomber, mais envoyer une brigade de commandos, là, j'hésite comme le général. Mais on lit ces dernières heures que Israël mettrait la pression. Des responsables israéliens ont fait pression sur les États-Unis pour qu'ils se joignent à eux dans une éventuelle action militaire contre le programme de missiles balistiques, cette fois-ci. Israël met la pression en ce moment même sur les États-Unis pour agir nucléaire, missiles balistiques, etc., pour donner le coup final, asséner le coup définitif? Il y a une véritable crainte, oui, même s'il y a une assurance militaire côté israélien, une supériorité militaire aussi, mais il y a une véritable crainte parce que si jamais il y a une guerre qui est lancée contre l'Iran, ça serait probablement la dernière guerre contre ce régime-là. Ça sera soit la guerre qui fait tomber le régime, ou bien une éternisation de ce régime-là. Et donc, c'est un grand risque qui est pris. Et face à ce risque qui est pris, il y a une peur des représailles iraniennes, en effet. Mais concernant, par exemple, je vais commencer point par point. Le programme nucléaire, il a été, je dirais pas neutralisé à 100%, mais il a été sévèrement endommagé après les frappes américaines, surtout à Fordow. La question qui reste en suspens, c'est celle du sort des 400 kg d'uranium enrichi. Concernant le programme de missiles balistiques, il a été déjà visé aussi considérablement, ça on l'oublie, pendant l'opération Rising Lion, la guerre des 12 jours. Il a été ciblé, plusieurs sites de fabrication de missiles balistiques ont été ciblés. Le système de défense anti-aérien a été démantelé aussi, donc il y a moins de crainte qu'avant. On pourrait même considérer que la guerre de 12 jours était la guerre préparatoire de ce qui va se passer bientôt. Intéressant, ça, préparatoire. Est-ce que tout serait... Les soldats américains sur le sol iranien, vous y croyez, vous, Gallagher? Est-ce que vous pensez qu'il prendrait un tel risque, Donald Trump, dans la séquence est très mouvementée même de politique intérieure qu'il vient de traverser? Avant le Venezuela, je vous aurais dit non. Après le Venezuela, je vous dis que tous les militaires et conseillers qui y a autour de Donald Trump lui disent qu'il faut surtout pas faire ça. Mais Donald Trump, habité par cet énorme succès d'un point de vue opératif au Venezuela, peut effectivement être tenté. Maintenant, Magali a posé une question pendant sa présentation et je vais en ajouter une autre. Elle dit, mais pour mettre qui à la place? Moi, je vais ajouter, pour faire quoi? Parce que si vous voulez, on est en train d'essayer, et je pense qu'on le fait avec beaucoup d'humilité parce que c'est nécessaire, de réfléchir sur la base d'immenses incertitudes. Quels sont les faits qu'on peut poser de manière définitive, des deux côtés d'ailleurs de cette équation? Je pense qu'on a tendance, et c'est normal, d'où vient cette question, si vous voulez, ce narratif du commando inséré? Ça fait évidemment partie de fuites organisées pour accroître dans le champ psychologique la pression sur le régime. S'il l'envisageait sérieusement, je ne pense pas qu'il y aurait des gens qui parleraient au New York Times pour dire « Ah, on va peut-être faire rentrer des commandos ». Ce qui ne veut pas dire derrière qu'il n'y a pas effectivement une action au sol, alors non pas par des GIs, mais par effectivement des commandos, et thèse qui peut être alimentée par la présence dans la région de certains avions qui viennent d'arriver, notamment C-130 je crois, qui sont spécifiquement faits pour déplacer justement des commandos. Mais en fait, on a entendu dans votre présentation de l'émission un extrait de Donald Trump qui, aux côtés de son épouse, Melania, faisait beaucoup d'ambiguïté stratégique. Il ne parle pas de régime change, Donald Trump. Il ne parle pas du tout de régime change. Et ils n'ont pas changé le régime au Venezuela. Et ça a été dit, ce serait bien plus compliqué
de le faire en Iran qu'au Venezuela. Ce qu'il veut, c'est pas que le régime soit changé, mais qu'il change d'attitude sur le programme balistique, sur le nucléaire et sur, on n'en a pas parlé pour l'instant, ce qu'on appelle en mauvais français les proxys dans la région. Mais attention, je pense que ce qui est également expliqué à Donald Trump, et vous preniez l'exemple de 1980, c'est, et ça a été dit, l'Iran, ça n'est pas le Venezuela. Donc, à chaque fois que vous prenez ces situations et l'insertion de commando est la pire, vous avez 2 colonnes, qu'est-ce que ça peut nous amener potentiellement et qu'est-ce que ça peut nous coûter potentiellement. Et c'est là, vous avez un tel delta entre l'apport potentiel, y compris à Fordo. Là, j'ai bien lu la citation. Ça n'est pas écrit détruire le programme nucléaire, c'est écrit des éléments du programme nucléaire. Vous allez à Fordo, vous prenez, parce qu'ils ne savent pas où sont les 400 kg d'uranium enrichi. C'est J.D. Vance, le vice-président, qui l'a dit. Ne savent pas où il est. On a des images de camions transportant. On n'a aucune information. On ne sait pas. Vous insérez des commandos là-dedans, à la limite, même s'ils allaient. Pour faire quoi? Jusqu'à quand? Posons la question. Des milliers de scientifiques iraniens qui travaillent sur ce programme nucléaire. Je me tourne vers Magali. Vous avez posé les 3 scénarios sur la table. Pardon pour l'exercice, il est trop compliqué parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Je reprends une expression de Gallagher Fenwick. Mais selon vous, quel est le scénario le plus crédible alors à ce stade? Alors il y a un autre scénario, c'est celui de la négociation. Et si tout ça n'était finalement qu'un grand théâtre, qu'un énorme moyen de pression pour essayer de pousser les mollahs à revenir à la table des négociations. On sent que évidemment ce serait une façon pour Trump de s'en sortir aussi par le haut, mais en même temps les déclarations notamment du ministre des Affaires étrangères iranien, c'est oui, on peut reprendre la négociation, mais sur un pied d'égalité, et on touchera jamais au programme de missiles balistiques. Donc dans ces cas-là, Donald Trump, avec le déploiement de cette énorme armada, se retrouve lui-même un peu coincé, parce que il va falloir faire quelque chose aussi. Il ne peut pas. C'est ça la grande question, c'est qu'il ne peut pas ne rien faire maintenant et dire finalement c'est bon, la pression. Avec une telle armada, on peut pas revenir en arrière. Je rappelle quand même que c'est le Golfe, le Golfe Persique, c'est aussi le siège de la 5e flotte, et que généralement il y a toujours un porte-avions. Donc je veux dire, l'armada qui est regroupée là, elle n'a absolument rien d'extraordinaire. Il y a la 6e flotte en Méditerranée, elle est plus forte, mais bon, il n'y a qu'un porte-avions quand même. Voilà, de la 6e flotte, des fois il y en a 2. Bon, voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tout est réversible. C'est pas le déploiement de cette force qui va l'inciter forcément à faire usage de la force. Moi, je suis d'accord que dans les options, on n'est pas dans sa tête. On peut pas faire de la prédiction. Je sais plus qui disait, faire de la prédiction, c'est difficile, surtout quand il s'agit d'avenir. Bon, alors, on n'est pas dans la tête de Donald Trump, mais il y a certainement dans sa tête la volonté de faire une énorme pression sur le régime iranien pour le forcer à négocier avant d'être obligé d'intervenir. Mais moi, dans toutes les options qui ont été présentées, en toute honnêteté, je ne vois pas de solution miracle qui fasse tomber le régime. Ça va être un fusil à un coup, et puis après il va dire, regardez, comme j'ai arrangé la situation, ça sera comme les Iraniens, comme le nucléaire iranien, ou comme à Caracas. Général, souhaitons la bienvenue à Héloïse Fayet qui nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du nucléaire iranien. C'est précieux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je remets cette information sur la table pour nos téléspectateurs et pour vous. Selon le New York Times, l'une des options les plus risquées serait une mission clandestine de commandos américains visant à endommager davantage des éléments du programme nucléaire iranien. Ça vous semble réaliste? Ça vous semble crédible? Alors déjà, on peut se rappeler que les États-Unis ont publié il y a quelques jours leur stratégie de défense nationale, dans lequel en fait ils s'engagent justement, ou en tout cas ça montre une volonté de ne plus s'engager dans des guerres longues et dans des guerres surtout qui pourraient endommager en fait la vie d'Américains. Il me semble, et comme ça a été dit déjà sur le plateau, qu'une opération de commando dans une zone où on ne sait rien, étant donné qu'il y a peu d'éléments sur les sites nucléaires iraniens qui ont été en partie détruits en juin 2025, me semble, on va dire, un peu en contradiction avec cette stratégie américaine. Alors, Donald Trump n'est pas à un premier écart par rapport à sa stratégie, évidemment un premier écart près, mais en tout cas, il me semblerait, disons, assez périlleux, effectivement, de conduire une telle opération, étant donné qu'en plus, il y aurait déjà plutôt des commandos, cette fois israéliens, sur place. Alors, ce qui nous surprend beaucoup, c'est d'entendre parler de cibles avec des éléments du programme nucléaire iranien à la clé, puisque Donald Trump lui-même assurait qu'il en avait vraiment fini, il avait oblitéré, pour reprendre son mot précisément, le nucléaire iranien.
Bon, donc on comprend qu'il n'en est rien, mais que sait-on de ce qu'il en reste ? Alors effectivement, en fait, il y a une forte politisation du renseignement américain autour du nucléaire iranien. Donc effectivement, Donald Trump avait dit oblitération, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc en fait, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on voit au sein de l'establishment républicain américain des images satellitaires être analysées pour signaler que non, beaucoup d'éléments n'ont pas été détruits, que des travaux ont lieu, notamment sur des sites, le site de Talegan qu'on ne voit pas sur la carte. Et donc, en fait, ça montre bien que du côté en fait des républicains, ils sont en train de construire le récit autour de la nécessité d'une nouvelle opération pour cibler notamment le programme nucléaire iranien. Rappelons qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, qu'ils n'ont jamais eu d'armes nucléaires. Et donc, en fait, la principale menace que pose l'Iran à ses voisins, ce n'est pas une hypothétique arme nucléaire. Ce sont les sites de lancement de missiles balistiques de courte et de moyenne portée. Vous en avez déjà parlé avant mon arrivée, mais à mon avis, c'est plutôt ça qui pourrait être ciblé en cas d'opération américaine. Et Maya Kadra, puisqu'on doit malheureusement vous laisser filer dans quelques instants, selon vous, le scénario le plus crédible sur la table, vous n'échapperez pas à la question. Non, je comptais pas échapper à la question. Je pense qu'il y aura des ciblages de sites nucléaires, en effet, des ciblages aussi de sites de fabrication de missiles balistiques, même si ça a déjà été ciblé. Mais en fait, on parle en Iran de sites itinérants aussi, que ça soit concernant le nucléaire ou bien les bases de lancement de missiles balistiques. Et ce sont évidemment, comme Héloïse l'a rappelé, les missiles balistiques qui posent le plus la menace actuellement. Premièrement sur Israël, mais non seulement de la part de l'Iran, de la part aussi du Hezbollah qui garderait des sites en pleine montagne libanaise, dans la plaine, au nord de la plaine de la Beka, de missiles balistiques. Et donc, si jamais ils veulent s'aventurer dans cette guerre-là, il faut neutraliser certains bras armés de l'Iran aussi, qui maintiennent certaines capacités. Merci Maya Kadra d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on poursuit la route ensemble dans cette émission. Dans un instant, entre porte-avions américains et menaces de Téhéran, c'est le détroit d'Ormuz qui est sous très très haute tension ces dernières heures. Il faut regarder ça de très près. La marine iranienne vient d'annoncer un exercice militaire à tir réel dans le détroit. Opération dimanche ou encore lundi. C'est une arme entre les mains des Iraniens, précieuse, qui peut peser lourd. Encore une fois, on se retrouve pour en parler dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec cet enjeu Iran, le point de non-retour. On en parle avec mes invités. Là, tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité. Et une bonne nouvelle pour la France. L'économie française confirme sa résistance. Un bon départ pour 2026 en hausse de 0,2% au quatrième trimestre. Le PIB a progressé de 0,9% l'an dernier selon la première estimation publiée ce vendredi par l'INSEE. Et oui, en ce début d'année, des signaux positifs apparaissent. L'Ukraine. Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine d'épargner Kiev jusqu'au 1er février selon le Kremlin. Le président américain a assuré que son homologue russe avait accepté de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes pendant une semaine, alors qu'est attendue une vague de froid très intense. Et puis, une image de l'Open d'Australie avec Novak Djokovic qui élimine le numéro 2 mondial Yannick Sinner au terme d'un match fou. À 38 ans, l'inusable Serbe affrontera Carlos Alcaraz en finale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes toujours donc devant le grand dossier Iran, le point de non-retour, et toujours pour tout décrypter, tout comprendre. Magali Barthez, Gallagher Fenwick, le général Richoux, et oui, que serais-je sans mes bras qui font comme ça. Et merci beaucoup à Héloïse Féaillé d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes légèrement débordée en ce moment, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du nucléaire iranien. Alors je vous le disais, entre porte-avions américains, menaces de Téhéran, le détroit d'Ormuz et la zone sous extrême tension en ce moment même. La marine iranienne vient d'annoncer, on vous en parlait dès hier, un exercice militaire à tir réel dans le détroit. Cette opération, elle aurait lieu dimanche, lundi, alors que l'armada américaine, elle est également présente dans la zone. Gallagher va tout vous expliquer. Le blocage du détroit d'Ormuz, c'est aussi derrière une augmentation massive des prix du pétrole, par exemple. C'est pas anodin. C'est une arme entre les mains des Iraniens. Allez, on y va tout de suite. Gallagher, devant l'écran, pour aller plus loin. Justement, Gallagher, le détroit d'Ormuz, c'est le lieu qui concentre toutes les tensions ces dernières heures. Expliquez-nous pourquoi.
Alors d'abord, rappelez que le détroit se situe ici, bras de mer donc qui rejoint le golfe Persique à la mer d'Oman elle-même qui fait partie de l'océan Indien. 33 kilomètres ici et un point évidemment névralgique, vital pour une grande partie du commerce mondial. 20% du pétrole mondial qui transite par cette zone. 90% du pétrole exporté par l'Iran qui sort de ce port qu'on voit ici en haut, Rouge Karg. Les Chinois, les Indiens, pas seulement qui viennent s'y approvisionner. C'est évidemment une zone où circulent des navires américains pour assurer la liberté de navigation, qui sont basés, on ne le voit pas sur la carte, un peu plus au nord du golfe Persique, au sud de l'Iran, la 5e flotte à Manama, au Bahreïn. C'est donc un véritable carrefour géopolitique, stratégique, énergétique, et ça n'est sans doute pas un hasard si un homme en particulier s'est fait photographier devant. Regardez, on va voir sa photo qu'il a postée sur Twitter. Ça, c'est l'un des porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Un tweet mercredi dernier pour signaler, au cas où on ne l'ait pas géolocalisé, eh bien qu'il est justement devant ce qu'il appelle la perle d'Ormuz, l'île d'Ormuz, manière à peine voilée de rappeler la menace que l'Iran fait peser sur ce carrefour, qu'elle pourrait bloquer en, par exemple, faisant dériver des mines maritimes. Et quelles sont les cibles les plus sensibles autour de ce détroit, Gallagher ? Alors, on va regarder du côté de l'Iran, dont il faut rappeler que ce pays, c'est 1 648 000 km². Et regardez l'immense répartition, la source de ces petits points, on la voit, c'est important de la signaler, Foundation for the Defense of Democracies, une organisation assez proche du milieu néoconservateur. 3 types de sites qui sont répertoriés, sites militaires, installations nucléaires, infrastructures du régime. Alors, sur les installations nucléaires, Magali en a parlé tout à l'heure, les plus connues, Natanz, Ispahan, Fordo, qui ont déjà été frappés en juin dernier, et puis il y en a d'autres. Du côté de l'infrastructure du régime, des emprises qui servent peut-être à ceux qui sont responsables de la répression, les gardiens de la révolution islamique notamment. Rappelez que les sites militaires sont également liés à l'armée régulière également. Alors, les États-Unis ont déjà encerclé le détroit, c'est ça, Gallagher, et il est à portée de leur tir ? Effectivement, les emprises militaires américaines, en plus de cette immense armada, on les voit se dessiner avec Al-Udeid. La plus connue, c'est ce qu'on appelle le centre du CENTCOM, c'est le centre opérationnel des Américains au Proche et au Moyen-Orient. C'est 11 000 hommes en moyenne stationnés et femmes de manière permanente avec énormément d'équipements. À cela, il faut ajouter des milliers d'hommes et de femmes supplémentaires jusqu'en Turquie avec des moyens aériens supplémentaires qui sont arrivés, très importants, F-15, F-18, F-35, avions ravitailleurs, avions de transport de troupes. Et on ne la voit pas, mais on a aussi un peu plus au sud la base, la fameuse base de Diego Garcia, depuis laquelle pourraient décoller des avions type B-2. C'est ces avions qui, en juin dernier, avaient bombardé les sites nucléaires iraniens. Gallagher Fenwick, merci beaucoup, parfait, merci beaucoup. L'Iran menace donc de fermer le détroit d'Ormuz à son tour. Arme majeure, arme redoutable, Héloïse Fayet, ils tiennent les Américains, les Iraniens également avec ce détroit de leur côté ? Alors tout dépend en fait du degré de risque que les Iraniens sont prêts à prendre en s'attaquant directement à des intérêts américains dans la zone. Mais il faut bien avoir en tête que pour les Iraniens, dans leur esprit, ont toujours riposté avec une certaine mesure. On peut reprendre un petit peu de recul, notamment donc les affrontements directs entre Israël et Iran commencent vraiment en avril 2024, lorsque Israël tape le consulat iranien à Damas. Ensuite, l'Iran réplique sur le territoire israélien en laissant un certain préavis, une quinzaine de jours, et en prévenant en amont qu'ils allaient frapper le territoire israélien, ce qui a permis aux Israéliens de se préparer un petit peu. Rebelote en octobre 2024. Après la mort par Israël de Hassan Nasrallah, donc le secrétaire général du Hezbollah, là les Iraniens répliquent avec un petit peu moins de préavis. Et puis pareil, en juin 2025, toujours quelque chose d'assez télégraphié. Et puis la seule riposte iranienne à la frappe américaine de juin 2025, c'était sur la base américaine au Qatar, et qui, elle, pareil, avait été en fait évacuée en amont. Il y avait eu à peu près 3 jours de préavis. Donc les Iraniens, en fait, ils pensent ils sont persuadés qu'ils ont agi avec beaucoup de modération, de retenue, et ça leur a servi à quoi ? À rien. Étant donné que ça les a montrés au contraire comme étant assez faibles. Et donc maintenant, effectivement, le risque, c'est une riposte beaucoup plus démesurée, disproportionnée,
pour que les Iraniens envoient enfin un message. Et donc ça pourrait effectivement passer par des attaques de drones sur des bâtiments américains dans la région, ce qu'ils avaient déjà fait dans les années précédentes. Il faut se rappeler qu'en 2019, 2020, 2021, on avait une série d'attaques de drones iraniens sur des bâtiments de commerce américains. Et c'est bien de ça dont les voisins, en fait, de l'Iran et d'Israël ont peur. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, et tous appellent les États-Unis à la retenue. Oui, parce qu'on sent bien que la pression elle est surtout mise sur les alliés dans la région. D'ailleurs, les Émirats arabes, l'Arabie Saoudite ont annoncé vouloir fermer leur ciel s'il y avait frappe américaine. Donc, et d'ailleurs, je voyais des hauts responsables des forces navales, des gardiens de la Révolution, qui disaient « Mais Washington et ses alliés devraient savoir que si la sécurité de leur alimentation, de l'énergie et même du commerce est assurée par ce passage, nous pouvons transformer cette même sécurité en insécurité. » Et ça fait paniquer les voisins. Ça fonctionne, ces menaces fonctionnent. Ces menaces fonctionnent parce qu'en effet, c'est un vrai pouvoir de nuisance, comme l'a expliqué Gallagher, parce que ce détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial, c'est quand même pas rien. Donc, en effet, des pays comme l'Arabie Saoudite, notamment, sont extrêmement inquiets. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, manifestement, à la Maison-Blanche. Vous savez, il y a 2 semaines, au moment où les manifestants étaient dans la rue, déjà, il y a eu cette menace de frappe imminente américaine. Qu'est-ce qui a fait notamment reculer Donald Trump? Ce sont ses coups de téléphone. Parce que déjà, Oman, Arabie Saoudite, Égypte, tous, ils ont appelé en disant « Non, attendez, attention à cette riposte ». Et là, on voit se reproduire en fait le même scénario. Il y a vraiment une volonté de faire passer le message que le risque est grand. Et donc, il faut absolument trouver une solution négociée, qu'il faut arriver à faire rebaisser la tension. On va voir si cette solution, elle est vraiment encore sur la table, la solution négociée. Mais d'abord, gardez bien en tête ce détroit d'Ormuz, parce que dans les prochaines heures, vous allez en entendre encore plus parler, puisque un exercice à tir réel a été annoncé hier par les Iraniens autour de ce détroit. Et là on va s'arrêter sur ce point, les Chinois et les Russes. Merci beaucoup Charles Divot d'être avec nous à nouveau depuis Moscou. Je vous ai fait patienter, je m'en excuse, vous êtes dans le froid. Cette question, la voilà. Dans quelle mesure, selon vous, les Russes se tiennent aux côtés des Iraniens dans cette entreprise, dans le détroit d'Ormuz par exemple ? Alors c'est très difficile à dire tant la Russie, elle se veut ô combien discrète concernant l'actualité iranienne. Il n'y a eu aucune confirmation par exemple des autorités russes de cet exercice conjoint. Pour autant, il faut bien savoir une chose, c'est que les deux pays, ce sont des alliés historiques qui ont même signé, il n'y a pas plus tard qu'1 an, un grand accord de partenariat stratégique autour de questions économiques, de questions diplomatiques, mais également de questions militaires, ce qui prévoit par exemple l'échange d'informations, mais également, pourquoi pas, l'organisation d'exercices militaires conjoints pour former les armées russes et iraniennes ensemble. S'il n'y a pas encore eu de prise de position très claire de la part du Kremlin, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, la Russie sur ce dossier, en fait, elle marche sur des œufs. D'un côté, il ne faut pas trop se fâcher avec les Américains alors que des négociations auront lieu dimanche concernant l'Ukraine, mais il ne faut pas non plus trop s'éloigner de l'allié historique qu'est l'Iran. Merci infiniment Charles Divot, vraiment désolé pour l'attente dans le froid, vraiment je m'en excuse, vous semblez frigorifié. Merci encore à vous. Avant de passer sur la question de l'accord possible ou non, à quoi encore une fois peut-on, comment imaginer les exercices dans les prochaines heures dans ce détroit d'Ormuz ? Alors, les exercices iraniens, russes, chinois. Eh bien, ce sera vraisemblablement des exercices alors qui peuvent combiner des unités lourdes, des unités et des batteries de missiles à terre, parce que c'est 33 km, donc absolument toute la largeur du détroit est parfaitement atteignable par des missiles à terre. Et puis peut-être aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, avec toutes ces vedettes rapides que l'on connaît, dont on va peut-être parler après, ces vedettes rapides dont les Iraniens possèdent des centaines et qui, dans le passé, ont fait beaucoup parler d'elles, notamment en attaquant des pétroliers. J'avais prévenu, quand il est 17h30, je ne vais pas attendre Siavash Ghazi du côté de Téhéran. Siavash Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, précieux de vous avoir en direct, correspondant France 24 RFI du côté de Téhéran. Le président iranien, ces dernières heures, a appelé Washington à cesser ses menaces afin de laisser une chance à la diplomatie lors d'un échange avec le président turc. Et c'est ce qui est paru également dans un document communiqué officiel iranien. Siavash Ghazi, croyez-vous les Iraniens prêts à négocier ? Alors, le ministre des Affaires étrangères, donc qui se trouve en Turquie, a dit que l'Iran était prêt à négocier sur le dossier nucléaire, donc revenir à la table de négociation.
mais l'Iran refuse les pré-conditions des États-Unis, c'est-à-dire l'arrêt total du programme nucléaire de Téhéran, une réduction drastique de la portée des missiles iraniens. Ça a été dit par Abbas al-Archi qui se trouve en Turquie. Il a dit pas question de négocier sur le programme balistique de Téhéran, donc pas question de limiter la portée des missiles iraniens. En revanche, pour ce qui est du programme nucléaire, l'Iran est prêt à reprendre les négociations. A donné des garanties sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Ces derniers mois, les responsables iraniens avaient laissé entendre que Téhéran pourrait même accepter le transfert des stocks d'uranium hautement enrichis à 30% et peut-être même à 20% à l'extérieur du pays pour donner des garanties aux pays occidentaux et même limiter le niveau d'enrichissement d'uranium. Ça, c'est des choses qui sont acceptables pour Téhéran. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est l'arrêt total de ce programme. On en est là. Est-ce que les Américains l'accepteront ou pas? C'est toute la question. Et donc, il y a l'Iran essaye de mobiliser par ailleurs tous les pays voisins, allant du Pakistan à la Turquie jusqu'à l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays qui n'ont pas envie que la région connaisse une nouvelle guerre. Et donc, l'Iran essaye de mobiliser tous ces pays-là pour empêcher une escalade et une attaque américaine. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi. Croyez-vous à l'accord? Croyez-vous encore à la voie diplomatique? Et vous échangez au plus haut niveau, notamment de la diplomatie française, Olivier Fayet. Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce qu'eux arrivent à décrypter ce qui pourrait se passer? Ont-ils des informations ou sont-ils dans le brouillard en quelque sorte? Alors sur les plans américains pour d'éventuelles frappes en Iran, l'administration française semble également dans le brouillard, enfin autant que nous, notamment sur les sites qui pourraient être ciblés, sur la question de la temporalité, tout simplement à mon avis parce que les Américains eux-mêmes ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire. Il y a des tensions très fortes au sein de l'administration américaine entre ceux qui sont partisans de ne rien faire parce que c'est un problème en réalité très lointain. L'Iran ne pose pas actuellement de dilemme de sécurité prégnant aux États-Unis. Et puis une autre frange, elle un peu plus proche peut-être de Donald Trump, mais aussi des représentants israéliens à Washington, qui eux, en fait, seraient beaucoup plus allants pour une opération. Mais quelque chose de très important à avoir en tête sur une éventuelle négociation, c'est qu'il y avait des négociations en avril 2025, et des négociations directes entre États-Unis et Iran, et qu'au beau milieu des négociations, Israël a lancé cette guerre des 12 jours, et Israël a ensuite été rejoint par les États-Unis. Donc aujourd'hui, les Iraniens n'ont en fait, le gouvernement iranien n'a aucune raison de faire confiance aux États-Unis sur un éventuel accord qui déboucherait à quelque chose. Ils peuvent évidemment gagner du temps, ils sont très bons pour ça. Ils peuvent publier certains communiqués un petit peu flous qui laisseraient entendre que oui, il y a la possibilité de discuter sur les modalités d'un retour à des discussions pour un éventuel accord. Gagner du temps, c'est faisable. Arriver à un accord certain avec des garanties pour être certain non plus que l'éventuel successeur de Donald Trump ne ressorte pas de l'accord. On se souvient bien que c'est Donald Trump lui-même qui s'est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Aujourd'hui, tout ça semble quand même assez improbable, malheureusement. Gallagher Fenwick. Et en revenant même avant ces négociations, les Iraniens avaient, notamment avec les Français en format P5+1, négocié un accord sur leur programme nucléaire. Et la diplomatie française et partie de la diplomatie européenne pousse justement pour cela, pour le règlement de cette question par la diplomatie et pas par l'action unilatérale américaine. Attention, rappelez-vous ce message un peu sibyllin et cryptique du président français à son homologue américain qui avait publié ce texto en disant « We can do great things on Iran ». Que voulait dire le président français? Juste une petite chose pour rappeler que le programme nucléaire, et je parle sous le contrôle de Madame Fayet, pour ce régime, il est matricielle. La question de l'enrichissement, elle n'est pas cosmétique. Elle est vitale. Ça veut dire qu'il faut avoir ces discussions au plus haut niveau avec le guide suprême, dont la vie est très probablement menacée, ce qui rend également l'exercice, ne serait-ce que de la communication, de le joindre, très très compliqué. Tout cela fait qu'effectivement, on est dans un brouillard qui est sacrément épais. Et mais vous l'avez compris, j'imagine, au fil de cette émission, les Iraniens ont encore du poids dans les discussions, dans la situation et dans le bras de fer également militaire. Et là, on s'arrête ensemble, Général, sur
ce qui est présenté ces dernières heures, et vous allez me dire s'il faut relativiser, mais comme le cauchemar des Américains, enfin, le cauchemar de la marine américaine, il faut quand même raison garder, il s'appelle le bateau fantôme iranien, ça nourrit quelques fantasmes, mais bon, on va aller plus loin ensemble. Général. Voici une image, si elle apparaît bien, une image de ce qui est présenté comme le navire fantôme. Moi, je lis même menace redoutable, prédateur silencieux et furtif. Bref, on a besoin de votre regard. Oui, alors c'est ni plus ni moins en fait ce qu'on appelle une vedette rapide. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux nations, c'est un concept qui est assez ancien, deux nations avaient des vedettes rapides, c'était les Allemands, des Schnellboote, qu'ils ont utilisé notamment dans la Manche, et les Américains aux Philippines, parce que c'est sur une vedette rapide comme ça que MacArthur a été évacué des Philippines à Corregidor, où il était encerclé, et parce que ça va à 40 km/h, c'était des lance-torpilles, le concept n'a pas beaucoup changé. Les Allemands en avaient encore, moi j'ai embarqué sur des vedettes rapides en Baltique avec les Allemands, comme j'ai fait l'école de guerre allemande, donc ça va très très rapide, de manière, c'est absolument rapide, ça lance des missiles, des torpilles plutôt, mais ce sont des navires côtiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la force aéronavale se retire de quelques centaines de kilomètres, bien entendu, ces bâtiments qui sont petits, qui n'ont pas de logistique, qui n'ont pas d'autonomie, qui ne tiennent pas la grosse mer, ne sont pas capables d'aller suivre des unités de la marine qui seraient à 800, 1000 kilomètres. Parce qu'un porte-avions, on voit bien qu'il est capable de... il se retire pour être hors des coups, et ensuite, il lance ses vecteurs, bien entendu, ses avions qui peuvent aller très très loin. Donc, en fait, non, ça n'est certainement pas une arme miracle dans la stratégie, d'autant plus. Alors, les Iraniens auraient 500 navires rapides, comme ça, de vedettes rapides, mais ils en auraient à peine une dizaine de ce type-là. La particularité de cela par rapport aux autres, c'est que ce sont des semi-submersibles, un petit peu comme ceux des Narcos qu'on voit en Colombie ou ailleurs, donc très bas sur l'eau, avec une signature radar qui est très faible, et qui est capable de plonger très brièvement. Bon, ceci dit, il n'y a pas de protection anti-aérienne, ils sont quand même fragiles, ils sont vulnérables. En revanche, c'est dans le détroit d'Ormuz, 33 km de large, 20% du commerce mondial de pétrole, comme l'a dit Gallagher tout à l'heure, que ces navires en essaim, ces vedettes rapides, il y en a des dizaines, voire des centaines, pourraient carrément bloquer, effectivement, la circulation mondiale sur les pétroliers. Pendant la guerre Iran-Irak, c'est véritablement les pétroliers qui ont été ciblés par ces vedettes, bien plus que les unités régulières qui, bien entendu, sont très protégées. Merci infiniment. C'est important de poser les choses ensemble. Alors, il ne faut pas croire qu'on trouve divertissant de faire la liste de toutes les armes dans la région, mais il faut bien comprendre qu'on est sur la présence, et là c'est beaucoup plus sérieux, d'une concentration de puissance de feu assez importante dans une zone extrêmement stratégique. J'espère que vous le comprenez avec nous dans la région. Mais j'espère, Véronique en régie, est-ce qu'on peut regarder la dernière vidéo en date de propagande des Iraniens, parce qu'il y a aussi cette guerre de communication qui est toujours en cours et sur laquelle les Iraniens misent énormément ces dernières heures, et on a toujours besoin de comprendre quelle est la réalité derrière les images et la guerre psychologique. Les Iraniens, oui, tout à fait, c'est le sabre. Les Iraniens ont-ils, oui ou non, la puissance qu'ils revendiquent ? Alors, les faits. Non, enfin, je veux dire, on l'a très bien vu pendant la guerre des 12 jours. Le régime iranien a expliqué qu'ils avaient été vainqueurs de cette guerre, étant donné qu'ils ont effectivement, leurs missiles ont fait plusieurs morts et des dégâts en Israël. Après, tout dépend de ce dont on parle. Si c'est pour résister à un torrent de missiles tirés par des navires de guerre américains ou par des aéronefs, non, la défense antimissile et la défense sol-air iranienne a quand même été sérieusement endommagée en juin. On n'est pas du tout certain qu'ils aient réussi à la reconstruire. Il y a eu aussi une attrition parmi les commandants militaires donc en juin dernier, et là aussi on n'est pas sûr que toute la hiérarchie ait été entièrement reconstruite. Et donc en fait effectivement il leur reste la communication avec une très belle maîtrise de l'intelligence artificielle. Mais on peut voir aussi que du côté de Trump, la communication joue beaucoup. La plupart de ses messages passent par sa plateforme Truth Social, avec un usage des majuscules parfois quand même assez déroutant. Et en fait, il y a aussi une incohérence du côté américain entre certains conseillers qui vont expliquer que c'est OK pour l'enrichissement, mais à un certain seuil. D'autres qui vont dire non, absolument pas d'enrichissement. Et comme le disait Gallagher, c'est absolument crucial pour le régime iranien, d'autant plus que sur le plan juridique et légal, vous pouvez effectivement empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire, vu qu'ils sont signataires du traité de non-prolifération.
En revanche, pour tout ce qui est application civile de l'énergie nucléaire, vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir un tel programme. Et pareil, sur le balistique ou sur le réseau de milices chiites dans la région, il n'y a aucun texte ou traité qui empêche un pays d'avoir des missiles balistiques. Merci. Dans un instant, restez avec nous, c'est pas du tout terminé. Pourrions-nous, nous, être frappés ? Quand je dis nous, je veux dire européens. Les Iraniens nous menacent, nous les Européens. Après la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste par l'Union européenne, Téhéran menace de représailles. Le chef du pouvoir judiciaire en Iran a prévenu ce vendredi que les Européens subiront les conséquences, je cite, de leur décision insensée, la veille de désigner même les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Il ne fait aucun doute que cette action hostile de l'Union européenne ne restera pas sans réponse, a assuré certains responsables sur la télévision d'État. L'Iran menace de conséquences destructrices. Pourrions-nous être frappés ? On va s'interroger ensemble et on va se demander si il y a décapitation de la tête du régime iranien et notamment de Ali Khamenei. Qui pourrait-il mettre à la place ? D'autres gardiens des révolutions ? Certains présentés comme de quasi-oligarques qui auraient des intérêts financiers à conserver et très stratégiques avec lesquels il serait du coup possible de parler. On en parle dans un instant, à tout de suite. Le grand dossier se poursuit et toujours cet enjeu. Trump sous plan pour mettre l'Iran à genoux, le régime iranien prêt à frapper l'Europe. C'est l'autre question qui nous intéresse aujourd'hui, toujours avec Magali Barthez, toujours avec Gallagher Fenwick, le général Richoux et donc avec Héloïse Fayet. Merci encore une fois de prendre le temps d'être avec nous, chercheuse à l'IFRI et spécialiste du nucléaire iranien. Et donc oui, les Iraniens nous menacent. Nous, les Européens, l'Iran menace de conséquences même destructrices. Devons-nous avoir peur d'être frappés ? Tension exacerbée après la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste par l'Union européenne, c'était hier. Téhéran menace donc de représailles. Le secrétaire du Conseil national de sécurité iranien affirme que les forces armées du pays ayant soutenu la récente résolution de l'UE vont être considérées comme des organisations terroristes. Bon. Siavosh Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous, en direct de Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Siavosh, imaginez-vous les Iraniens nous frapper, joindre les actes homo ? Non, ce qu'a déclaré donc le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale est que donc selon une loi qui a été votée par le Parlement iranien, c'est pas une loi récente, donc après la décision de l'Union européenne, toutes les armées des pays européens, des 27 pays européens qui ont voté en faveur de l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des groupes terroristes seront désormais considérés comme des entités terroristes. Ça a été déjà le cas, par exemple, pour les États-Unis ou pour le Canada, par exemple, lorsque une décision identique avait été prise par ces pays-là. Ou pour l'Australie, par exemple. Il y a d'autres mesures qui sont évoquées par les médias iraniens contre les pays européens, notamment, par exemple, une expulsion de tous les attachés militaires des pays européens qui sont en Iran. Autre réaction qui pourrait être prise par Téhéran, par exemple, remettre la sécurité des ambassades européennes aux gardiens de la Révolution, alors que maintenant, à l'heure actuelle, c'est la police, ce sont les forces de l'ordre qui donc sont chargées du maintien de la sécurité des ambassades étrangères en Iran. Donc, c'est des mesures qui sont évoquées par les médias iraniens et qui pourraient intervenir en représailles donc à la décision des 27. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, Siavosh. Toujours aussi précieux, bien sûr. Je vous voyais beaucoup réagir pendant son intervention. Pourquoi ? Non, je trouve ça très intéressant, effectivement, ces mesures éventuellement prises en place par le régime iranien sur ce changement de garde, en fait, autour des ambassades. C'est un signal pas tant, à mon avis, d'agression, mais plutôt de pression politique renforcée sur les enclaves, effectivement, diplomatiques européennes en Iran. Alors, pour nous, par exemple, en France,
enfin, il y a évidemment une ambassade de France à Téhéran, mais il n'y a pas d'attaché militaire. Et donc, par exemple, ce qu'expliquait le correspondant, l'expulsion des attachés militaires, ça ne peut pas affecter la France, étant donné qu'il n'y a pas d'attaché militaire à Téhéran. En revanche, aujourd'hui, le régime iranien, sur le plan cinétique, n'est pas capable de frapper l'Europe avec des missiles, mais il peut y avoir effectivement des opérations non cinétiques, par exemple des attaques cyber. Il y en a déjà eu, et il faut se rappeler qu'aujourd'hui même, enfin en ce moment, il y a plusieurs affaires judiciaires en cours en France d'agents plus ou moins liés au régime iranien qui auraient été envoyés sur le territoire français, notamment pour commettre des actes contre des intérêts israéliens ou juifs en France. Et donc c'est quelque chose que l'État français prend assez au sérieux. Donc la guerre hybride. On la retrouve, la guerre hybride. Allez-y. Et puisqu'on parle de l'ambassade de France, rappelons que Cécile Collère et Jacques Paris ne peuvent toujours pas quitter le territoire iranien. Ils sont donc, ils sont dans l'ambassade de France. Ils vont bien. Les dernières nouvelles sont qu'ils vont bien, mais bien sûr. Pour le moment, ils n'ont toujours pas l'autorisation de quitter le pays. Et la diplomatie française dit que des mesures de sécurité particulières et renforcées seraient prises autour de l'ambassade en cas, évidemment, d'intervention américaine. Faut-il avoir peur, général ? Oui. On peut, avec les Iraniens, il faut toujours avoir peur. Ils sont capables ils ont des proxys, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Déjà, s'ils bloquent le détroit d'Ormuz, vous allez voir si on n'a plus l'approvisionnement qui arrive en pétrole, ça va commencer à être difficile. Mais rappelons-nous quand même que dans les années 80, il y a eu des attentats. Il y a eu l'assassinat de Chapour Bakar, rappelons-nous, qui était le principal opposant à l'ayatollah après la prise de pouvoir. Et puis dans les années 84-85, il y a eu, je crois, c'est 14 attentats à Paris, sur la ligne Paris-Lyon également, avec, ça fait 13 morts, 300 blessés, etc., etc. Et je me souviens même, alors moi j'étais déjà jeune officier, que l'ambassade d'Iran avait été cernée parce qu'il y avait un des terroristes qui faisait partie de l'ambassade et qui était à l'intérieur. Pendant des journées entières, on a cerné l'ambassade d'Iran pour l'empêcher de partir. Et après, forcément, ça finit par négocier, etc. Et puis la pression a peu retombé. Mais on a eu des véritables, au-delà du cyber, de la guerre hybride, etc., on a eu des véritables attentats sur notre territoire il y a 40 ans. Et nos troupes, nos hommes, nos armées, au plus haut niveau, sont inquiets présentement. Les intérêts, ça peut être nos intérêts français dans la région qui pourraient être visés, nos bases, etc. Bien sûr. Il y a une inquiétude, une fébrilité. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs milliers de militaires français qui sont déployés au Moyen-Orient, principalement aux Émirats Arabes Unis, en Irak et également en Jordanie. Aujourd'hui, ce que me disent les hautes autorités françaises, c'est qu'il n'y a pas en réalité d'inquiétude particulière. Ils sont persuadés que s'il y a riposte iranienne à une éventuelle frappe américaine, ce sera plutôt sur des intérêts américains ou des partenaires des États-Unis dans la région, mais pas nécessairement contre des intérêts français. On peut se rappeler d'ailleurs qu'il y avait eu énormément d'attaques commises par des milices chiites proches de l'Iran, en Irak, en Syrie, au Liban, dans les années entre 2019 et 2023, et les forces françaises n'avaient jamais été touchées. C'était vraiment assez ciblé contre les forces américaines. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais évidemment, ça reste un sujet de préoccupation pour les autorités militaires et diplomatiques françaises. Allez-y. Non, c'est normal qu'on soit préoccupé par nos intérêts militaires, mais aussi civils dans la région. Il y a beaucoup de civils français dans cette région. Ces mots, ils vont être particulièrement relayés. C'est fait pour. Donc on a besoin de les évaluer. Non, bien sûr. Et notamment, je voyais un message du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dit en ce moment, ce sont les Européens qui agitent les flammes et qui mettent de l'huile sur le feu. Et il y a eu ce message, il fait référence du président français, qui est ancien, j'imagine, qui n'était pas censé être rendu public, qui dit à Donald Trump, on va faire de grandes choses sur l'Iran, sans qu'on sache ce qu'il entend par là. Mais je pense que davantage que, effectivement, les intérêts européens, ce sont surtout, de manière, comme l'a dit Madame Fayet, cinétique, les pays voisins qui se sentent potentiellement, je veux dire, les Iraniens, on a parlé du détroit d'Ormuz et de leur exportation de pétrole, ils ont déjà montré leur capacité à cibler des sites énergétiques sur la péninsule, donc juste en face. Et leur missile le plus avancé qu'ils ont développé, notamment pas seulement avec de la technologie chinoise, son allonge maximale théorique, c'est 1400 km. Donc effectivement, ils ne toucheront jamais l'Europe depuis le territoire iranien. En revanche, Téhéran-Tel Aviv, c'est 1600 km. Donc quand vous mettez votre compas, il ne serait pas tiré depuis Téhéran, mais à partir de certains sites en Iran, vous voyez que dans la région, avec un missile qui est très très difficile à intercepter, hautement manœuvrable et véloce, faire quand même pas mal de dégâts.
Il faut rappeler que le renseignement américain estime qu'à ce stade, ils ont probablement un peu moins de 2000 missiles balistiques encore, donc c'est pas les seuls missiles qu'ils ont, mais balistiques dans leur arsenal. Donc c'est un stock qui a été reconstitué et qui leur permet, dans leur esprit en tous les cas, de maintenir une certaine pression sur la région. Notez que tous les pouvoirs, y compris ceux qui ne sont franchement pas amicaux par rapport, officiellement en tous les cas, au régime de Téhéran, ont fait savoir très publiquement qu'ils ne laisseraient pas les Américains utiliser, je cite, leur espace aérien dans le cadre d'une éventuelle opération. Et Héloïse Fayet, je le disais, on a aussi envie de vous soumettre cette question. Vous savez que revient comme un boomerang là tous les jours, voire toutes les heures, la question de l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Est-ce que ce serait ça, finalement, la cible dans les prochaines heures du président américain? Mais si c'est le cas, on a vu ces dernières heures des informations filtrées selon lesquelles il pourrait remplacer la tête du régime par d'autres gardiens de la révolution, parce que certains ont peut-être des intérêts à avoir des discussions avec les États-Unis, des intérêts financiers, par exemple, à préserver. Alors la question qui se pose, à mon avis, pour les États-Unis, c'est est-ce qu'ils préfèrent en fait un régime certes sanguinaire, mais au moins familier, c'est-à-dire le régime qu'on a actuellement avec l'ayatollah Khamenei à sa tête, qui en réalité, il faut se rappeler, est aussi en fait quelqu'un qui ne fait pas rempart, disons, entre une arme nucléaire iranienne et les gardiens de la révolution, mais qui n'est pas aussi fanatique que d'autres gardiens de la révolution. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'au sein des gardiens, il y a en fait une nouvelle élite qui monte de plus en plus, qui n'a jamais connu autre chose que la République islamique et qui est prêt à tout pour la sauvegarder. Donc en réalité, à mon sens, une décapitation du régime serait plus dangereuse que de laisser l'ayatollah Khamenei en place, d'autant plus qu'en fait Khamenei, il commence à perdre, il est assez âgé, maintenant il a plus de 86 ans, il commence à perdre de l'influence au sein du régime iranien, et donc ça reste au contraire, à mon sens, quelqu'un, alors c'est évidemment compliqué de négocier avec lui, mais en tout cas, Trump ne pourra pas faire la même chose avec Khamenei que ce qu'il a fait avec Nicolas Maduro. Je veux dire, la vie politique iranienne est quand même beaucoup plus riche et complexe que la situation au Venezuela. Et puis peut-être un dernier point, alors qu'effectivement on réfléchit à des solutions, même pas des solutions, mais des actes tels que l'assassinat d'un chef d'État ou la mise en valeur en fait d'une éventuelle menace iranienne sur l'Europe. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que là aujourd'hui Trump, toutes ces menaces, il les conduit entièrement en dehors du droit international. Il n'y a pas de mandat de l'ONU pour une éventuelle attaque sur le territoire iranien. L'Iran aujourd'hui ne pose pas de menaces extrêmement concrètes à ses voisins, contrairement à ce qui pouvait avoir eu lieu en juin 2025, où il y avait eu une tentative de manipulation d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour nourrir cette attaque. Donc il y a un peu ça à avoir en tête aussi. Je vous remercie, c'était vraiment passionnant de vous entendre, Héloïse Fayet. Merci d'avoir accepté l'invitation. Chercheuse à l'IFRI, spécialiste du nucléaire iranien, vous êtes la bienvenue très prochainement, même si je sais que vous êtes complètement débordée, mais quand même l'invitation est sur la table. Magali Barthez, merci, c'est toujours passionnant également. Merci beaucoup Gallagher Fenwick, merci Général Richoud, toujours un plaisir. Merci à vous de nous regarder et vous le savez désormais, vous pouvez nous écouter en podcast. Ça fonctionne de mieux en mieux, merci beaucoup. Vous nous retrouvez sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésitez pas, vous avez un QR code que vous pouvez scanner, flasher, et hop, vous nous retrouvez.